Et je voudrais lire un autre passage sur un autre ton, mais vous allez voir aussi que la conception et la lecture du monde de ce type-là peut-être à certains moments, par rapport au lecteur qui s'achemine vers cela, apparaître comme quelque chose de proche d'une espèce de délire, ce qui n'est absolument pas le cas. En revanche, dans le rapport au réel, certains acteurs du monde monstrueux dans lequel on peut se retrouver peuvent y basculer. Et c'est le sens du premier cri du cimarron. En fait, le livre est composé d'une série de laisses, comme on appelait jadis, c'est-à-dire des espèces de formes répétées à un rythme variable d'ailleurs. Il y a des phrases que tu répètes parfois 4 ou 5 fois plus que d'autres, qui permettent aussi de se promener dans le livre, de lire le livre en passant d'un discours à un autre, par exemple, ce qui tient très très bien d'ailleurs, je l'ai expérimenté. Et dans le cri du cimarron, il y a ce passage-ci que vous allez reconnaître tout de suite. Ce jour du 6 août 1945, il y avait des cumulostratus éparpillés au-dessus d'Hiroshima, entre 12 000 et 15 000 pieds. Les nuages allaient à une vitesse de 10 à 15 000 à l'heure. La cible, un pont, entre le quartier général militaire et la ville, apparaissait clairement. La météo paraissait donc idéale aux pilotes chargés de la mission préalable d'observation qui devait donner le feu vert à l'Enola Gay. C'est ce qu'il devait confier à Allen Dulles après la réussite absolue de sa mission, car le seul problème avec lui fut qu'il refusa d'appartenir au clan des gars de la victoire. Enola Gay's Juice. Enola Gay's Juice, criait-il dans l'asile, où il fut interné de force. Le malheureux pilote parcourait les couloirs de l'hôpital réservé aux fous dangereux, tel un camelot ambulant qui aurait proposé de vendre des jus de fruits tirés de la bombe. Il s'était bricolé une échoppe roulante surmontée de son enseigne Enola Gay's Juice. Celle-ci tomba entre les mains d'Allen Dulles, qui devait l'exhiber à son collègue, l'expert soviétique Alexandre Bielensky, on en parlera, comme pièce à conviction démontrant l'aliénation mentale du maniaque. Quelles que fussent les ruses dissimulées derrière leur collaboration depuis le tribunal de Nuremberg, les deux hommes se témoignaient une admiration mutuelle qui n'allait pas sans conseil échangé à titre gracieux. Cas incontestable de transformation de la personnalité, tel fut l'avisé verdict de Bielensky. Patient dépourvu de tout sens de la réalité, complexe d'angoisse, tension nerveuse croissante, hallucination. Le diagnostic final justifiait un traitement chimique et électrique du fou d'Hiroshima dans notre hôpital à Santiago de Cuba. C'est là que, depuis le sommet d'une montagne surplombant le village de Cobre, un œil nucléaire me permet de suivre cette histoire avec une profondeur de champ de 50 ans. Je n'ai pas oublié la surprise de Wilenski, quand le pilote catalogué comme dément, ayant réduit en miettes son enseigne après qu'elle eût été restituée, en dispersa les lettres qui retombèrent sur le sol de l'hôpital devant ses yeux pour se rassembler dans un ordre différent, El Casino Jaguay. Alors, c'est un passage extraordinaire. Dis-nous un mot sur le Jaguay à la fin. Là. Bon, le Jaguay, c'est le nom d'un arbre qui est de la famille des figuiers, un figuier tropical dans les Caraïbes et aussi enfin, en Amérique du Sud. Le Jaguay est un personnage à part entière de l'histoire, du livre, en tant que témoin d'une scène cruciale de l'histoire avec un petit h et de l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire qu'il a été témoin en 1953 à Cuba, à Baracoa, à l'endroit même où Christophe Colomb a abordé donc sa deuxième escale dans le Nouveau Monde. Donc le Jaguay a non seulement vu arriver Christophe Colomb sur cette plage il y a 500 ans, il en conserve le souvenir, et il le raconte. Christophe Colomb avec
sa suite. Et donc, bon, je ne vais pas m'étendre sur les personnages qui accompagnaient, mais la scène est décrite. Et 500 ans plus tard, donc en 1953, a lieu une rencontre au sommet dans un bar-casino tenu par la mafia, une rencontre au sommet entre plusieurs hommes qui décident d'une certaine façon de l'avenir du monde. C'est-à-dire que les conditions qui régnaient à Cuba, donc sous la coupe du crime organisé dans les années 50, donc l'alliance entre la mafia, la finance et les services secrets américains, qui était l'organisation qui structurait la vie de Cuba. Cuba lui-même, à ce moment-là, était quasiment même, on peut considérer que Cuba était un laboratoire du capitalisme pur. Eh bien, on peut dire que cette réunion-là, dont a été témoin le Gagoué, et qui donc prévoyait une extension d'hôtels, de casinos, etc., on peut dire, et c'est ce qui est dit dans le livre, c'est que là se trouve la matrice, non seulement de ce que deviendrait le Cuba des années suivantes, dans les années 50, mais la matrice de notre monde aujourd'hui. Donc, la matrice du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui se trouvait là, dans le Cuba des années 50, en tant que constituée par l'alliance entre la finance, la mafia et les services secrets. Et donc c'est le Gagoué qui nous le dit. Donc il est vrai ici, je suis heureux, Jacques, que tu aies ouvert cette page-là, donc revient à intervalles réguliers le cimarrón. Donc le cimarrón, c'est d'autre part à Cuba, le cimarrón, c'est en espagnol, c'est ce qu'en français, à la Martinique, on appelle le nègre marron, le marron, donc l'esclave qui s'est révolté, qui s'est enfoui au péril de sa vie, parce que dans toutes les Caraïbes, seul l'esclave qui s'enfouillait, ben, il était poursuivi par les chiens, et alors toute l'œuvre aussi bien d'Aimé Césaire, mais l'œuvre d'Édouard Glissant et de Patrick Chamoiseau creuse cette question, donc la question cette question-là, la question de la traite négrière et la question de ce qu'il en coûtait pour l'esclave de s'enfuir. Ici donc à Cuba, il y a un immense sculpteur qui s'appelle Alberto Lescay qui a érigé à une vingtaine de kilomètres de Santiago un monument au cimarrón, et c'est lui, en l'occurrence, qui parle, et c'est lui qui parle et qui obsessionnellement, le cimarrón donc, comme une espèce de vigie, mais qui est une sorte aussi de paratonnerre, obsessionnellement, il voit les choses du monde en ayant comme référence absolue Hiroshima. Et c'est un fait que, tout, à mon avis, en tout cas c'est le point de vue de la haine, il n'est absolument pas possible de penser quoi que ce soit sans penser, sans englober ce à quoi on pense, dans ce contexte global-là, qui est que nous vivons l'après-Hiroshima, c'est-à-dire que quelque chose qui était impensable est devenu réalité, et ce qui implique que depuis lors, peut-être, toute la réalité est devenue impensable. Et d'une certaine façon, nous y sommes. Nous sommes dans une réalité impensée. Parce que impensable. Mais c'est un défi. C'est un défi, donc c'est un... Mais il faudrait normalement, le monde intellectuel, le monde littéraire, devrait, à mon avis, envisager ce défi comme fondateur. Fondateur, oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Je voudrais encore lire un passage pour illustrer le fait que, tout à l'heure, quand je disais que c'était un livre d'une importance capitale, c'est parce que je crois que c'est le seul livre, en tout cas en langue française depuis l'an 2000, qui répond à la globalisation économique et politique par une globalisation poétique. C'est-à-dire par une perception et une prise en main de la totalité de la planète
cette fois-ci, c'est la voix de Lazare qui parle. C'est la voix de Lazare qui parle. 5 milliards de rondes autour du Soleil pour la matière terrestre. 5 millions de rondes pour que l'esprit du feu soit capté par les premiers hominidés. 5000 rondes pour les voir déployer quelques cités civilisées. 500 rondes pour que les cités les plus civilisées de ces hominidés s'avisent du fait que la matière terrestre est aussi ronde que leur crâne. 50 ans pour unifier le marché planétaire en scindant les cerveaux grâce aux magies de la physique et de la chimie. 50 rondes, non plus du Soleil mais de la Lune, devaient s'écouler depuis la nuit fatidique du 16 juin 2004 pour que je quitte la scène du monde ce 12 mars 2008, moi, Lazare Ponticelli, dernier poilu de la Der des Der, né le 7 décembre 1897, ayant donc fréquenté 3 siècles pour voir à nouveau les agiotages de quelques mercantis, semer les terreurs de la guerre d'un continent à l'autre, sur la sphère entière et ravager le cœur de chaque cité civilisée. S'engraisser de la chair d'autrui, c'est la loi d'un globe où les bannières blanches à croix rouge vont à nouveau se déployer. Pas d'autre choix pour leur croisade que de pointer les canons vers cette Colchide au fond de la mer Noire, où se voit en miroir le jardin des Hespérides, celui des paradis fiscaux nichés aux Caraïbes. Abîmez-vous dans ce mirage. Le glaive de l'ange comme un éclair foudroie les villes d'Orient. Les flammes crachées par le dragon embrasent les cités d'Occident. Pressurez la planète en lui volant la substantifique part de son travail, puis en lui revendant le produit, non sans un juteux surprofit. C'est ainsi que s'élèvent les tours de la finance. N'en finissent-elles pas de s'écrouler? Pendant la crise, pillage, carnage, esclavage, continue leur apostolat. On nous disait depuis des siècles qu'il était fou de ne pas respecter la loi divine. Mais ne serait-il pas plus fou de lui obéir aujourd'hui qu'elle est devenue celle du zéro absolu? Ben, je te remercie. Pour la mondialisation, c'est vraiment à contresens qu'on parle sans cesse. Donc, il faudrait parler de marketisation. Il y a donc le développement donc, autonome du non-vivant donc, doit être appelé une marketisation du monde. Mais là, le processus de la mondialisation, il est inventé par la aide. Et donc la première mondialisation a lieu dans l'Odyssée et dans l'Iliade. Et j'invite chacun à faire une énorme découverte littéraire qui va vous bouleverser. Si vous prenez l'Iliade au chapitre 18, eh bien, je vous garantis une des plus grandes surprises esthétiques, une des plus grandes commotions esthétiques de votre vie, en découvrant la manière dont Homère décrit sur une dizaine de pages le bouclier d'Achille. Donc là, on peut dire que par des moyens, par des signes humains, par l'écriture, a lieu la première mondialisation. C'est-à-dire que sur une dizaine de pages, Homère se livre à une gigantesque plaisanterie, d'un humour fabuleux. Il y a un adjectif que je n'ai pas envie de prononcer tellement il a été, tellement il est galvaudé. Enfin, je vais quand même le dire, c'est surréaliste. Parce que c'est vraiment donc, sur une dizaine de pages, Homère décrit l'univers. Donc il commence à décrire ce bouclier. Et on voit qu'il décrit l'univers, il est entouré par l'océan. Et puis il décrit des villes. Mais tout ça est supposé se tenir sur un bouclier. Et il commence à décrire, il y a une ville, et il commence à décrire des scènes qui se passent. Et puis il y a une autre ville. Et puis il va plus loin, il décrit plus précisément donc de quoi sont constitués les personnages qui font... C'est délirant, parce que ça continue, c'est impossible. Ça ne peut pas... Et donc, il continue, et donc il se passe ça, il y a des vendanges, et puis il y a les personnages qui font ça, et il continue la description. Il continue, jusqu'à signaler que au centre du bouclier, il y a des jeunes filles qui dansent et qui chantent, et au centre, il y a la Haide jouant de la lyre. Voilà.
Eh bien, on remercie la aide de nous avoir rejoué la nuit ce soir.